Bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous revoilà en trio avec Coralie et Philippe, Coralie Château et Philippe Eknat. C'est un deuxième épisode peut-être une série, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a déjà eu un premier épisode, une première rencontre menée par Coralie où Philippe et moi avons pu exposer nos ressemblances et nos différences. Et nous avons choisi, après avoir reçu beaucoup de réactions diverses, mais très marquée à la suite de cette émission, nous avons choisi de recommencer une émission et cette fois-ci de la faire en différé. C'était à ma demande et je vais m'en expliquer tout de suite avant de vous accueillir, Coralie et Philippe, parce que moi j'avais envie d'être totalement disponible pour l'échange avec vous deux, avec toi Coralie qui va mener la discussion et avec toi Philippe qui va interagir, alors que quand je suis occupée par le chat, eh bien, je ne suis pas totalement disponible pour l'échange. Et là, j'ai souhaité que nous puissions aborder des questions fondamentales et en tout cas que moi, je sois totalement disponible pour le faire. Donc, je vous remercie d'avoir accepté ma proposition. Et puis, je merci Philippe d'avoir accepté aussi de revenir dans un échange où il y a des ressemblances, mais il y a des différences. Et merci Coralie de t'y coller à nous faire parler. Voilà, je te laisse faire. C'est un plaisir pour moi. Merci Marie-Odile et merci Philippe d'être là. Et je suis très heureuse aussi de vous retrouver tous les deux pour pouvoir aller plus loin dans l'échange qu'on avait eu la dernière fois et aussi pour pouvoir répondre aux différentes questions qui ont été posées dans le direct et qui n'ont pas pu être répondues par manque de temps. Et on a choisi aussi avec Marie-Odile aujourd'hui de proposer différentes thématiques sur lesquelles vous allez pouvoir l'un et l'autre présenter votre vision des choses. Et vous allez voir qu'au travers de ces questions-là, on commence déjà à répondre à plein de questions et en tout cas, ça clarifie les choses pour que personne ne se sente offensé ou bouleversé, déstabilisé comme on a pu le voir la dernière fois. Il y avait aussi des questions qui demandaient d'aller plus loin, d'approfondir en fait, de gens qui n'étaient pas forcément déstabilisés. Donc c'était vraiment intéressant vos retours et on va revoir ensemble vos questions. Philippe, est-ce que tu voulais dire quelque chose avant de commencer avec ces questions ? Oui, tout à fait. Merci à toutes les deux. Merci pour cette nouvelle invitation. Et désolé, effectivement, si le message est si radical qu'il bouleverse ou perturbe certaines personnes. Je tiens à m'en excuser pour cela. En même temps, je pense qu'il est nécessaire d'aller au bout de la réflexion. Et je tenais aussi à vous remercier toutes les deux pour justement cette ouverture et cette capacité d'être à l'écoute de la différence et de nous permettre justement d'être ensemble à voilà, être, même si les points de vue sont peut-être même parfois contradictoires, mais où on peut s'entendre, s'écouter et partager ensemble l'envie de s'écouter, d'être dans la bienveillance. Merci à toutes les deux pour ça. Peut-être, si tu permets, Coralie, ce que je vais dire, c'est que moi, j'ai été très intéressée par les réactions du public à la suite de notre dernière émission, parce que j'ai vu à quel point ça invitait chacun à être dans sa souveraineté. Parce que la tentation est de savoir est-ce que Philippe a raison, est-ce que Marie-Odile a raison, est-ce que Coralie a raison? Eh bien, oui à ces trois questions et non à ces trois questions, parce que c'est en fonction de ce que chacun décide qu'est sa vie. Et je trouve que justement, l'accueil de la différence de point de vue, je trouve, est une opportunité pour renforcer la souveraineté dans le public, dans l'Assemblée. Et ça, je trouve ça formidable, formidable, vraiment. Moi, ça me fait penser au fait d'être dans un pays étranger comme je le suis actuellement, c'est-à-dire que je peux rencontrer des êtres humains avec qui je ne parle pas la même langue, j'ai pas la possibilité de connecter au niveau du langage, et pourtant on se comprend quand même. Et c'est ça que j'ai aimé dans cette rencontre,
c'est que finalement, on est obligé de se rencontrer au niveau du cœur, du ressenti. Ça passe par le regard, les yeux, la présence, quoi, en fait. Et c'est ça qui me plaît beaucoup parce que c'est sûr qu'au niveau des idées, en fait, j'ai l'impression, enfin, c'est pas une idée, mais moi, j'ai l'impression de ne pas avoir accès en permanence à cet absolu. Et c'est presque frustrant, c'est-à-dire que je peux le ressentir, mais dès que je retourne dans la vie ordinaire ou normale, je me sens en décalage ou je me sens dans une forme d'incohérence, de non-intégrité ou enfin bref, il y a quelque chose qui colle pas. Et pour moi, en fait, l'Advaita Vedanta ou l'approche non-duelle, c'est un petit peu comme la voie la plus pure ou quelque chose de très direct. Je le ressens comme ça. Mais l'image que j'ai, c'est vraiment de monter l'Himalaya par la face nord. Et c'est un petit peu le plus direct, mais le plus difficile aussi. Et en même temps, je sais que pour toi, Philippe, tu y vois de la simplicité. Donc, on va revenir sur toutes ces thématiques-là ensemble, si vous le voulez bien. Et alors, la première question qui a été soulevée, ce serait si vous pouvez l'un et l'autre donner votre point de vue sur qu'est-ce que la création et la matière. Comment vous voyez ça, chacun avec vos points de vue, votre conscience? Je te laisse répondre si tu veux, Marie-Odile. Ok. Alors, donc, je vais prendre la précaution d'usage, à savoir que ce que je vais répondre là est ma représentation et je témoigne de ma représentation. Et ça n'a de valeur que à partir de la personne qui énonce. C'est pas une vérité absolue, c'est totalement une représentation tout à fait relative et qui vaut aujourd'hui, au jour où nous enregistrons cette émission, le 23 février, en fonction de la conscience que j'ai de moi et du monde, là, ici et maintenant. Donc, dans le relatif total. Donc, ça me paraît une précaution nécessaire. Et donc, pour moi, la création et la matière ne sont rien d'autre qu'une manifestation de l'esprit. Et pour moi, l'esprit, ce que j'appelle esprit, c'est le principe créateur, l'intelligence divine, alors je vais peut-être encore enfoncer le clou, mais pour moi, c'est l'entité spirituelle humanité, c'est-à-dire notre nature spirituelle, c'est l'intelligence spirituelle qui est notre nature profonde. Et comme nous en sommes la manifestation, nous la percevons depuis la Terre, mais il n'est pas du tout exclu que nous la manifestions ailleurs, dans d'autres endroits, sous d'autres formes. Mais c'est toujours la même chose, parce que pour moi, c'est l'unité qui se manifeste dans la diversité, qui se pose, qui met son information dans la densité, dans une forme particulière. C'est la manifestation du non manifesté. Pour moi, la création, c'est ça. Et la matière, c'est donc, alors je dirais aujourd'hui, un agencement des électrons qui contiennent l'information divine. Les électrons, pour moi, aujourd'hui, tels que je vois les choses, sont l'élément qui contient l'information du principe, l'information divine, et ces électrons sont agencés d'une certaine manière et ça donne des formes, ça donne de la matière. Voilà ce que je peux répondre à cette question qui est effectivement un peu fondamentale. Philippe? Oui, merci Marie-Odile pour cette vision qui, pour moi, il n'y a pas une grande différence. Il y a peut-être juste des petites subtilités, des nuances, dans le sens où, effectivement, pour moi, cette création, cette manifestation est le reflet, le prolongement de cette source, on va dire, créatrice, et qui elle-même n'est pas séparée de sa création, et donc qui imprègne toute la matière. Elle en est, entre guillemets, la brique substantielle, essentielle
un petit peu comme tu viens de l'évoquer, au travers des électrons ou même des particules subatomiques, des quarks, etc. La simple petite différence, c'est que je verrais ce principe créateur lui-même comme du manifesté. Et je sais que c'est là où il y a une différence, parce que souvent, même dans l'Advaita Vedanta, Brahman, c'est le principe créateur, qui n'est pas séparé de sa création. Et donc ça, on est presque, je pense qu'on est à peu près aligné. Mais Brahman est une sorte, et là, je comprends que ce soit compliqué à saisir. se représenter, mais c'est que Brahman est lui-même une manifestation, mais c'est plus vraiment le mot puisqu'il est le créateur, de Parabrahman. Parabrahman étant la réalité absolue ultime qui n'est pas, en fin de compte, créateur, mais qui, même le mot être n'est pas suffisant puisque c'est au-delà de l'être, puisque Brahman et être, c'est la même chose. Conscience pure, amour, c'est Brahman, c'est l'être, c'est la création. Mais tout cela apparaît. Et cela apparaît dans quoi? Même le mot dans n'est pas juste, hein, mais c'est simplement pour donner une piste de réflexion. Brahman, l'être, l'existence, l'amour, la lumière, la conscience pure, tout cela apparaît malgré tout. Et donc, cela qui apparaît est soutenu, entre guillemets, hein, c'est pas le bon mot non plus, on est d'accord, par ce Parabrahman, donc qui est au-delà de l'au-delà. Voilà, c'est juste cette petite subtilité-là. Merci Philippe. Est-ce que je peux, Coralie, tu permets que je pose une question? Philippe, si je comprends bien, dans ce que tu dis, c'est qu'il y aurait un principe avant le principe. C'est-à-dire qu'il y aura un principe du principe. C'est ce que je comprends de ce que tu dis. Est-ce que c'est OK de le dire comme ça? Oui, après, c'est tellement au-delà du mental qu'effectivement, essayer de le comprendre, de le définir, c'est presque c'est presque impossible. Hein. C'est simplement qu'on essaye de rentrer dans des subtilités de subtilités. Et donc, d'une certaine manière, comme Brahman et Atman, l'Atman étant le principe, on va dire, individuel, mais qui finalement n'est pas séparé de Brahman, le principe créateur, le principe créateur lui-même il est. Tu veux dire qu'il a déjà une existence? Parce que moi, je fais une différence entre l'essence et l'existence. Oui, là, on est d'accord, hein, il y a effectivement, on peut en parler. Mais puisqu'il est, c'est qu'il surgit lui-même. Brahman est surgissement. C'est ça, ok. Puisqu'il ça y est. est, j'ai compris. Et donc, puisqu'il est, c'est qu'il surgit, entre guillemets, de quelque part. Et donc, c'est là qu'on pourrait dire Parabrahman. Mais il ne faut pas se complexifier tant que ça. Si, pour nos auditeurs, déjà le fait de cette compréhension que ce que nous sommes en tant qu'identité individuelle est non séparé et identique en essence à Brahman, le créateur, je pense qu'on se rejoint là-dessus. Ok. Si ce n'est que juste un truc, parce que quand tu dis surgit, ça veut dire qu'il y a un début. Je comprends pourquoi tu parles de cela est déjà, et donc il y a quelque chose on peut dire, au-delà. Je comprends parce que tu parles de surgissement, tandis que le principe, pour moi, ne peut pas surgir. C'est un état d'éternité. Donc je pense que c'est peut-être là la nuance. Oui, sauf que l'éternité, l'état, même l'éternité, est plutôt que n'est pas. Ben,
Et effectivement, c'est là, en fait, juste la Mm. petite nuance, c'est Mm. qu'effectivement, Parabrahman, l'absolue réalité suprême, entre guillemets, euh, est, transcende tout état. Oui, je L'être comprends. comme le non-être, le Ok, ok. manifesté comme le Mm. non-manifesté. C'est-à-dire que Mm. Brahman serait plutôt de l'ordre du non-manifesté et manifeste. C'est la source de la Ouais, manifestation ok. lui-même. La force de manifestation. D'accord. Voilà. Voilà. Et Alors, Parabrahman serait c'est ça. l'indicible, Mm. ultime réalité Mm. qui permet à Brahman de manifester. Et Mm. donc, Parabrahman étant au-delà du non manifesté et du Mm. manifesté. Ok. Il n'est ni manifesté ni non manifesté, ni Mm. être ni non-être, Mm. Ok. ni Ok, soi les ni forces de non-soi. manifestation. Ouais, ok, ok. Je vois. Ce que moi, j'appellerais plutôt la mère divine ou les Elohim, qui sont cette force de manifestation. Enfin, moi, j'essaye de remettre, parce que je pense que c'est la même chose, mais Pas le on a même des, vocabulaire. oui, et puis probablement des nuances dans la perception. Mais ouais, merci beaucoup, C'est Philippe, de juste dire que ça. Mm. Voilà, c'est juste que dans cette vision, même vision n'est pas le bon terme, hein, parce que c'est pas une représentation, c'est que ça transcende tous les états, Ouais. toutes les dualités. Donc même la présence ou l'absence, l'identification ou la non-identification, la création ou la non-création, manifestée, non manifestée, ça transcende vraiment toutes les dualités. Et même, Mm. même le divin lui-même, en fait, est transcendé par ce non-principe, on va dire, à la limite. Mm. 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 Ouais. Bah, dès qu'on utilise le langage et la communication, la difficulté finalement, c'est qu'on est obligé d'utiliser des mots, des concepts, des choses qui définissent pour décrire. Et déjà, ça nous met hors sujet puisqu'on parle de ce qui est avant, du principe, de ce qui Tout précède à fait. et de ce qui n'est pas enfermable. C'est comme quand on veut décrire l'illimité ou l'infini avec notre mental humain. Comment on peut puisqu'on ne le connaît pas, le mental Je par suis définition. Mm. Je suis Il pas est... sûre que ce soit une question de langage. Moi, je suis pas de cet avis-là, mais bon, c'est aussi une opinion, hein. Je crois que nous avons le langage adéquat dès que nous avons la perception qui va avec. Ce qui est plus compliqué pour moi, c'est d'accéder à la perception. Et Voilà. ensuite, quand la perception est là, le langage va avec. Parce que justement, ce principe est toujours anime tout, en fait, pour moi. Mais bon, ça, c'est peut-être, je vais pas ergoter, hein. Mais c'est important, et merci Coralie Marie-Odile d'ouvrir aussi ce sujet-là. Mais la perception, justement, euh, n'est là que quand on a quelque chose qui est perceptible. Et là, ce dont on parle, c'est au-delà de toute perception, C'est ça. au-delà de toute représentation, au-delà de même de toute vision. Donc c'est pour ça que c'est l'indicible, c'est l'ineffable, et c'est c'est le paradoxe, c'est qu'on est obligé là, entre guillemets, d'employer des mots avec quelque chose qui ne peut se dire et qui ne peut même se sentir, parce que c'est au-delà de toute perception. La perception, euh, le ressenti, on va dire, les effets secondaires de la présence, de l'amour inconditionnel, de ce sentiment d'exister, d'être non séparé, c'est dans la manifestation. Et c'est magnifique. Il n'y a pas à rejeter ça, il n'y a aucun problème avec ça. Mais c'est dans la manifestation que ça se passe. Mm. Et là, ce dont on parle, c'est au-delà du non manifesté même. Donc Mm. c'est incompréhensible pour le, Pour le mental. pour le mental. Et voilà, c'est pour ça que je comprends la déstabilisation et tout ce que ça provoque quand on est effectivement attaché à une forme de représentation, à une forme de cadre qui nous rassure, qui nous permet même de vivre correctement et de se sentir bien dans cette manifestation. Et je ne veux pas bousculer ça.
C'est simplement, pour ceux que ça intéresse, d'avoir cette possibilité de questionner l'au-delà de l'au-delà qui effectivement difficilement, enfin, il est au-delà de toute représentation. C'est par définition compliqué d'en parler. Oui, mais alors justement, comment est-ce qu'on peut faire un pont pour que celui qui ne saisit pas, n'accède pas à ça, puisse, depuis son corps, je ne sais pas percevoir, ressentir ou accéder d'une manière ou d'une autre. Et puisqu'on parlait de la création et de la matière, est-ce que c'est OK pour vous si on définit justement le corps là-dedans? Qu'on parle du corps, de la place du corps et de tout ce qui va avec, de l'alimentation, de la sexualité, de comment ça se passe dans l'approche non duelle. Je te laisse À toi répondre l'honneur, peut-être, Philippe. Marie-Odile. Non, vas-y, à toi. À toi, je pense que D'accord, d'accord, pas de souci. Tu étais d'accord? Ah oui, pas de souci, bien sûr. Comme on le disait tout à l'heure, le corps, c'est une manifestation de ce principe de création, de cette force de création, de manifestation. Donc ce corps, effectivement, dans certaines traditions, souvent on parle d'illusion, qu'on n'est pas ce corps, on n'est pas la manifestation, et que même toute la manifestation est illusion. Mais d'une certaine manière, on peut voir ça autrement, dans le sens où c'est une illusion si on croit que nous ne sommes que cela, et qu'il n'y a que cela qui existe. Et c'est peut-être plutôt ça, l'illusion, c'est de croire qu'on est séparé et individuel. Maintenant, si on a compris que, en fait, toute forme d'existence est interdépendante, reliée dans toute la manifestation à un tout que nous sommes, et qui a aucune frontière, alors le corps n'est pas à rejeter. Il n'est pas suffisant pour nous définir, mais malgré tout, il est là, comme la personnalité, comme l'ego, comme le mental, comme l'esprit, les sens. Tout cela, c'est une manifestation divine. Donc, il n'y a pas à le nier, il n'y a pas à ne pas prendre en considération les manifestations, les émotions, les besoins. Donc, on parlait de l'alimentation, la sexualité ou tout autre besoin. Il y a à prendre soin de ce corps qui est lui aussi divin. Donc, d'une certaine manière, d'être à l'écoute de ce qui, de tout ce qui est nécessaire pour être en alignement, en harmonie avec ce corps demande. Et simplement d'être à l'écoute, de voir que ce corps n'est qu'une infime partie du tout. Et que, à un moment donné, on prend conscience que cette limitation que nous croyons être, ce petit être que nous croyons peut-être à un moment donné être simplement une petite boule de chair, en fait, n'a pas de frontières. Et ce que nous sommes n'est pas séparé. Et que même scientifiquement, physiquement, les atomes, les électrons, les particules subatomiques, en fait, il n'y a pas un endroit où moi commence et moi finis. Tout est lié. Il n'y a aucune frontière. C'est juste dans notre représentation, éventuellement, que l'identification à ce corps, à ce personnage, peut nous faire croire pendant un temps qu'on est une petite chose. Et alors justement, je t'interromps parce que moi, lorsque je me stabilise dans cette conscience-là, il n'y a aucun problème et c'est la paix,
tout va bien. Dès que je reviens dans le monde et que je suis en interaction avec des gens qui n'ont pas, qui sont pas sur le même plan que moi, tu vois, de conscience, de réalité, eh bien, ça me donne, pour moi, c'est pas agréable. Je ressens des tensions, je ressens des décalages. J'ai plus de difficultés à rester à l'écoute. Je perçois aussi les tensions chez les autres. Donc, tu vois, c'est que comment vivre ça dans un monde qui n'a pas cette conscience, qui se situe pas à cet endroit-là, qui est plus dans le plan uniquement de la matière et de la réalité matérielle, point, avec toutes ces problématiques et toutes ces dérives. Parce que Oui, j'adhère complètement, je vois très bien ce que tu dis et pour moi c'est complètement juste, mais ma difficulté c'est de le vivre dans un monde qui n'est pas comme ça. mais simplement ces réactions, elles-mêmes, elles apparaissent. Donc, quand il y a l'écoute et la bienveillance avec toi-même, dans cette possibilité justement d'être parfois en inadéquation avec on va dire la société, eh bien d'accepter que ce soit tel que c'est, Mm. qu'il n'y a pas à être autrement. Cette inadéquation, elle peut être vécue, ressentie. C'est le personnage qui le ressent et il a bien le droit d'être bousculé ou décalé par rapport à des visions différentes. Mm. Et simplement d'accepter d'être soi-même bousculé ou décalé ou avec des réactions ou mal à l'aise. C'est simplement ce qui est, c'est ce qui apparaît. Oui, ok, mais alors je termine juste là-dessus. La difficulté c'est que bon, enfin c'est pas une difficulté parce que finalement ça m'aide à, à me stabiliser plus dans cet état-là et en même temps ça me donne une sensation quand même d'isolement ou de besoin de me retirer pour justement me ressourcer et ancrer davantage cette stabilité dans la présence, quoi, pour pouvoir garder une relation aux autres sans jugement, sans être dans la réaction, sans, tu vois, et peut-être d'apporter, de partager ce que je ressens en termes de paix avec les personnes avec lesquelles je suis en relation. Donc, de ce point de vue-là, ok. Oui, mais en fait, ça part du présupposé qu'il faut... On t'entend moins bien là, Philippe. Oui, on a une note en dessous. Ah, désolé. Plus du tout maintenant. Tu fais des acrobaties Oui, formidables. là, Désolé, voilà. oui, Là, c'est un bon. problème technique. Est-ce que vous m'entendez mieux? C'est Oui. bien, c'est bien. Voilà. Donc, simplement d'être conscient qu'en fait, ce besoin de changer les choses ou d'aller s'isoler, ou c'est cette croyance peut-être qu'il faut maintenir un état particulier, qu'il faille tout le temps être présent à soi-même, dans une écoute parfaite, dans une disponibilité parfaite, d'être dans la pureté de toutes ces réactions, qu'il n'y ait plus d'émotionnel suractif, Désagréable, etc. lourd. C'est qu'il y a un idéal. Or, en fait, de prendre conscience que le personnage, il est tel qu'il est, il a ses programmations, ses difficultés, ses traumatismes, son décalage, son ressenti, et qu'il n'y a pas à le faire devenir quelque chose de parfait. Il est déjà parfait tel qu'il est. Il n'a pas à devenir quelque chose en permanence. La permanence, ce n'est pas dans le monde de la manifestation. La permanence, elle est au-delà de la manifestation. Et donc, dans ce cas-là, on ne parle même plus de permanence. Mais le personnage, il a cette croyance qu'il faut atteindre un état où il serait comme ceci ou comme cela en permanence. Mais quand on voit qu'il a son propre fonctionnement
et qu'on est en bienveillance avec cette possibilité, en fait, d'être touché, bousculé, de ressentir un décalage, eh bien, c'est ce qui apparaît et il n'y a pas besoin de changer ça. Ok, je te remercie. Marie-Odile, donc la question c'était la place du corps Oui. et de tous ses besoins. J'avais Alors, cité oui, moi, alimentation, sexualité. On connaît un petit peu, comme c'est ta chaîne, on connaît ta conscience de ça, mais est-ce que tu peux nous le oui. rappeler? Ben, ce que je vais dire, je vais essayer d'être synthétique et en même temps de faire écho à ce que vient de dire Philippe, parce que je crois que je commence à percevoir là où on a une approche un petit peu différente, mais qui est pour autant, qui va quand même de toute façon se retrouver. C'est-à-dire que pour moi, le corps, c'est de l'esprit. Puisque pour moi, il y a l'unité. Je dirais même pas non-dualité, parce que quand on parle de non-dualité, c'est qu'on part déjà du principe qu'il y aurait une dualité. Non, moi je dirais il y a l'unité. Et donc ce corps est esprit. Et pour moi, le personnage, il est aussi la manifestation de l'entité spirituelle, donc il est spirituel aussi, y compris le personnage. Et moi, je vais essayer de jamais opposer ça. Et ce que je vais dire, c'est que le corps est esprit, il est intelligence divine pure et non dénaturée, mais il est pris en otage parce que, Philippe, par exemple, tu nommes le personnage, c'est-à-dire pour moi par ce que j'appelle aussi, moi, la légende humaine. Et cette légende humaine, elle a été conçue par l'entité spirituelle pour une expérience. Je ne sais pas, pour moi, d'évolution, de croissance. Et ce qui nous permet de faire un pont entre cette entité spirituelle et le personnage qui a un corps, c'est le je, c'est la conscience. Et c'est vrai que pour moi, ça c'est très important. C'est-à-dire que nous ne sommes, ce qui perdure dans l'histoire, c'est la conscience et non pas le corps qui, lui, pour l'instant, est soumis à sa situation d'otage d'une vision dualiste des choses, avec un début et une fin. Tandis que pour moi, le corps, il est pur esprit, il est beaucoup plus pur que la personnalité et que la conscience, par conséquent, qui, elle, a été phagocytée par la personnalité. Et donc, par exemple, moi, l'expérience que je cite souvent et que je vais redire, parce que Philippe, tu la connais peut-être pas, moi, ce qui m'a vraiment permis de sentir, de saisir ce qu'est mon corps, c'est l'observation du merisier qui est là en face de chez moi. J'observe le merisier et je me dis, il est totalement merisier. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que moi, je ne suis pas totalement je suis? Qu'est-ce qui fait que mon corps, lui, n'exprime pas à la perfection l'information spirituelle que je suis? Eh bien, c'est là où j'ai compris que c'est ma personnalité qui, elle, façonnée par l'imprégnation au sein de l'humanité telle qu'elle est aujourd'hui, avait ordonné à mon corps un autre ordre que l'ordre divin, avait mis en place dans mon corps un autre ordre que l'ordre divin. Et donc, pour moi, ce corps est beaucoup plus divin que ma personnalité. Et ma conscience a vocation à rendre à mon corps sa nature divine. Et parce que c'est pour ça. Et en fait, si je le traduis chimiquement ou biologiquement, je vais dire la conscience que j'ai de ce corps, la responsabilité que j'ai de cette incarnation, doit rendre la liberté aux électrons qui contiennent l'information divine. Et donc, est en train d'apprendre à vivre la transfiguration, la résurrection et à redevenir l'être éternel que je suis et que la légende humaine m'a fait oublier. Alors, ce corps, pour moi, il est l'esprit, ce que dans la tradition chrétienne, on appelle l'Esprit Saint. Alors, c'est très, là aussi, on peut dire que c'est très dérangeant, parce qu'on peut dire que l'Esprit Saint a accepté de confier son essence à une existence humaine dualiste, parce que de fait, dans l'existence humaine, il y a de la dualité, il y a un début, il y a une fin, il y a etc., etc. Il y a un surgissement, et donc moi, le corps, il est pur esprit, et il est emprisonné par la légende humaine. Ok, mais dans pur esprit et dans essence divine,
est-ce que ça sous-entend pas, cette unité, qu'il n'y a plus de dualité, il n'y a plus de conflit, il n'y a plus de tension, il n'y a plus de division, il n'y a plus de séparation. C'est ça. Est-ce que de là découle une forme d'harmonie, de fluidité, pas de perfection, mais en tout cas de quelque chose d'harmonieux et d'équilibré? Pour moi, c'est l'unité. Et quand tu disais, par exemple, je peux pas, j'ai du mal à rester dans un état de bien-être quand je vais dans le monde, par exemple. Bien sûr, mais c'est pas de la faute du corps. Pour moi, il n'y a pas de faute d'ailleurs, hein, mais c'est en tout cas, qu'est-ce qui fait cela? C'est que la conscience que j'ai de moi à ce moment-là s'identifie à l'environnement autour de moi et omet l'information que je suis pur esprit, que ce corps est pur esprit. Et je peux totalement aller au supermarché dans la conscience que ce corps est pur esprit. Et manifester ce pur esprit dans la densité, tout en étant dans la conscience que je suis à un autre état de moi, un autre étage de mon système, je suis en même temps unité. Ça ne se sépare pas. En physique quantique, on parle d'états superposés, et là, je trouve que c'est très adapté de parler d'états superposés. Et je choisis à quel étage il se situe pour vivre sa vie. Il y a des moments où je suis totalement à l'étage de l'unité, à d'autres moments, je vais descendre à l'étage de la dualité, et pour autant, être dans la conscience qu'il y a un étage de moi qui reste unité. Je ne sais pas si ça répond. Oui. Par exemple, tu redescends quand tu prends le métro un jour de grève, on va dire. Surtout si tu as des émotions, parce que je redescends dès lors que la situation d'otage se met au premier plan de ma conscience, c'est-à-dire dès lors que je m'identifie, ce qu'on appelle l'ego, c'est l'identification au personnage. Alors là, je rejoins totalement, évidemment, le propos de Philippe, il me semble, hein, que là, il y a ça. Mais par contre, je vois bien que, pour moi, je peux accéder à la alors, je sais que si on dit sensation, perception, on parle déjà du manifesté, mais et à la réalité du non manifesté depuis ce corps, puisqu'il est lui-même pure information spirituelle. C'est là je pense, notre grande différence. Philippe, tu veux dire que... Merci Marie-Odile. Philippe, tu veux... mais Philippe, ton micro... Je peux aussi poser une question, alors Marie-Odile, par rapport à tout ça? Avec plaisir. Tu disais que pour toi, le corps, il est pur esprit, et ça, on se rejoint, puisque pour moi, il est totalement création du divin. Et donc, il est pur esprit. Là, il n'y a aucune contradiction, je pense, dans nos propos. Par contre, tu disais qu'il est plus divin que la personnalité, que l'ego. De ce que j'ai compris, hein, je crois ne pas m'être trompé. D'accord. C'est pour moi là où effectivement où il y a une petite différence, parce qu'effectivement, l'ego, la personnalité, est aussi une création du divin. Oui. Et qu'effectivement, puisque c'est une création du divin, il n'y a pas de valeurs différentes entre ce corps qui est pur esprit et donc divin, et ce personnage qui semble, avec l'ego, le mental, être effectivement quelque chose de peut-être de négatif ou de plus bas, mais en fait ça semble plus bas, mais c'est simplement c'est une pas plus bas. Tu parlais d'étage, donc c'est pour ça. Oui, absolument. Mais c'est l'étage où se situe la conscience. En réalité, parce que ce qui fait que la personnalité, je dirais qu'elle est moins divine, c'est qu'elle a oublié sa divinité. Elle s'est identifiée à la dualité, parce qu'il y a une réalité de la dualité. Pour moi, il y a quand même une réalité de la dualité. C'est-à-dire que, tu vois, là, je bute. Je vis dans un monde, dans la forme, qui a des limites. Pour autant, il n'est pas limité. En réalité, en essence, il n'est pas limité, mais dans sa manifestation, il l'est. Et la personnalité, elle aussi, elle s'est contingentée dans ses limites, et c'est de ce fait qu'elle a progressivement, avec ce que moi j'appelle l'imprégnation de la légende humaine, elle a oublié sa divinité, mais elle est absolument divine de la même manière, et même l'expérience de la dualité
est divine. Enfin, je veux dire, bien sûr, et l'outil pour faire l'expérience, c'est la possibilité d'oublier qu'on est divin. Alors, donc effectivement, on est d'accord sur ce principe, c'est que finalement, enfin, tu me reprends si je me trompe, mais que le corps n'est pas plus divin que la Non. personnalité. Ils sont juste deux expressions différentes, Oui, différenciées, oui, mais que finalement, il n'y a pas d'étage. Pour moi, en tout cas, dans mon ressenti, mais c'est pas le bon mot, mais le je suis, l'être n'est pas plus haut, parce que tu parlais en ouais, étage tout à l'heure, le je suis, l'être, ne serait pas plus haut dans cette évidence que je vois par rapport à la personnalité, à l'ego. mm, En fait, ce je suis, l'être, la conscience divine, le corps matériel, non matériel, divin, esprit, la personnalité, l'ego, le mental, est aussi composé de conscience. oui, Même s'il l'a oublié, le personnage est complètement divin. mm, Et donc, il n'y a on peut avoir des représentations d'étages, mais d'une certaine manière, pour moi, il n'y a pas de plus sacré ou plus divin. ouais. Tout est divin, tout est C'est effectivement une, euh, une réalité de cette représentation et une manifestation OK. de cette divinité au même niveau. Oui, C'est juste dans l'esprit la humain, après, valeur qui a besoin de classifier. Dans la valeur des choses, je suis totalement d'accord avec toi. Par contre, pourquoi je parle d'étage? C'est parce que c'est la vision. C'est, je réutilise en fait un des sens que nous avons à notre disposition. C'est quand tu vois, je vais partir dans le désert là, et si je suis en bas de la dune, j'ai une vision très limitée des choses. Si je suis en haut de la dune, j'ai une vue panoramique du paysage. Et c'est pour ça que je parle de plus élevé. C'est ma vision plus panoramique. Mais en réalité, si je veux être plus rigoureuse, je vais dire que j'ai une vision plus centrale des choses plutôt que plus élevée, c'est-à-dire plus inclusive des choses plutôt que plus élevée. Mais en effet, pour les commodités de la pédagogie, j'utilise la vision pour donner accès à cette sensation que nous pouvons avoir une vue inclusive des choses. Et en effet, là, je vais parler d'étage, mais qui est pas c'est pas une hiérarchie, c'est pas une valeur, c'est une modalité de perception des choses. Mais ça reste de la perception. Oui, oui, effectivement, c'est bien qu'il n'y ait plus euh, de comparaison de valeurs, effectivement, en Voilà, fonction de ces visions différentes, c'est ça. parce que sinon, on a l'impression que le mental, le personnage serait impur et Pas du tout. qu'il faudrait d'ailleurs, je l'entends dans certains enseignements, qu'il faut éliminer l'ego, faire taire le mental, que le personnage est une illusion ou en tout cas que c'est quelque chose de plus bas, plus vil et Mm. grossier, et que finalement, là, de ce que j'entends, de ce que tu dis, on est tout à fait d'accord de ce point de vue, que finalement, en fait, ça a sa place, ça est exactement à la bonne place, et que, effectivement, quand on voit cette possibilité de cette non-localisation, ni plus haut ni Mm. plus basse, Mm. et Mm. de voir ce champ panoramique de ce que nous sommes en tant que manifestation, puisque là on est, quand on parle du corps, du mental et, et, euh, et même de l'esprit, euh, pour moi, et c'est là où il y a une toute petite différence, euh, effectivement c'est divin, mais c'est malgré tout encore dans la manifestation. Et que cela ne dit pas de tout ce que l'on est. Effectivement, c'est divin, c'est sacré, c'est non-duel ou c'est uni, parce que on peut effectivement, mais on constate qu'il y a, tu le parlais toi-même, il y a la relativité, donc il y a la dualité. Mm. Donc Mm. on ne peut pas rejeter non plus le fait qu'il y ait une forme de dualité, mais Mm. qu'au-delà de la dualité, il y a cette unité et C'est ce ça, principe divin c'est créateur. ça, c'est ça. Mais Mais qui n'a au-delà pas de ce plus de principe, valeur. Il n'a pardon, pas plus de valeur. c'est ça, Il est partout. Donc sa valeur est partout. Donc c'est il y a ça. rien qui soit dépourvu de sa présence. Mm. Et c'est là où j'insiste effectivement, là où peut-être parfois les enseignements n'insistent pas sur le fait que le mental, le personnage, l'ego sont
tissés, sont issus, sont eux-mêmes divins. Tout à fait. Par Merci contre, Marie-Odile. sont-ils confortables à vivre? Parce que c'est toute la Ah, question, ça c'est une autre histoire. voilà, et Oui, mais c'est pour ça c'est qu'il y a là une que c'est confusion. intéressant. Et c'est Voilà, là c'est ça. où l'acceptation, et on est tout à fait d'accord, et c'est pour ça que je disais à Coralie tout à l'heure, que d'avoir de la bienveillance pour l'être que nous sommes, conditionné, et avec tous les traumatismes et les décalages qu'il peut ressentir, c'est y a-t-il des moyens pour se sentir mieux et être moins en décalage, etc. Oui, bien sûr, le personnage peut apprendre. Il y a des méthodes, la méditation, la relaxation, enfin tout ce qui peut permettre au personnage d'être plus à l'aise avec lui-même et avec le monde. Il n'y a rien à rejeter. Pour moi, ce n'est pas parce que c'est pratique, parce qu'on va parler de pratique spirituelle souvent, mais finalement, c'est plus pour le personnage, plus que pour l'esprit, puisque l'esprit, il est déjà complètement à sa place. Et le personnage ne se sent pas à sa place alors qu'il l'est pourtant. Et ces pratiques vont être plus un développement personnel pour que le personnage puisse mieux se vivre avec lui-même et avec le monde. Mais il n'a pas besoin d'atteindre quoi que ce soit. C'est pas le personnage qui s'éveille ou qui réalise quoi que ce soit, parce que il est déjà cela. Même l'ego, le mental, le, tout est déjà complètement réalisé, parce que c'est sa nature, c'est la conscience pure, l'éveil, la lumière. C'est aussi ce qui imprègne le personnage, l'ego et le mental. Donc il n'y a pas à se réaliser. C'est un petit peu la différence avec beaucoup d'enseignements que j'entends, où il y a des êtres réalisés et d'autres qui ne le seraient pas. En fait, c'est juste encore une interprétation, parce Ah, que je ça suis voudrait d'accord. dire qu'il y a encore des différences et des séparations et encore des unités de valeurs, valeurs plus hautes, plus élevées, Meilleur que plus nous. éveillées, et des autres qui sont Bah, identifiées ça et fait non partie des éveillées, questions. non divins. Ouais, j'avais pas imaginé qu'on allait se retrouver sur ce terrain-là, mais je suis alors là, 100%, je pourrais reprendre à mon compte les phrases que tu viens de dire. Pour moi aussi, ça n'existe pas. Parce que justement, il y a l'expérience est là, point barre. Et c'est ça qui est intéressant. Merci Marie-Odile. Ok. Alors, je vous propose d'avancer un petit peu et de venir à la question suivante qui est: quel est le sens d'une existence humaine pour vous deux? Puis, justement, selon là où on se place. Est-ce que Marie-Odile, Je te laisse faire, veux... Philippe. Ouais, D'accord. j'aime bien entendre ta réponse. D'accord. En fait, le sens de l'existence, c'est bien la question. Oui, quel est le sens de l'existence humaine? Et cette question, en fait, elle vient du mental lui-même. On ne pose cette question que parce que le mental a besoin, le personnage a besoin de se projeter et d'avoir peut-être une mission ou quelque chose à réaliser. Et c'est tout à fait acceptable, bien sûr, qu'il ait cette vision des choses, qu'il ait besoin de se placer dans un monde qui aurait du sens. Mais c'est seulement le sens qu'il va pouvoir appréhender par sa propre perception. Or, comme on le disait au tout début de notre rencontre, si on voit que toute cette manifestation, effectivement, est un surgissement, et que c'est déjà un surgissement divin, est-ce que le personnage, l'existence humaine, a besoin de faire plus, d'aller plus loin que ce qui est déjà complètement divin finalement, puisque tout le divin imprègne toute la manifestation. Alors oui, le personnage n'en a pas forcément conscience, il peut l'avoir oublié, mais d'une certaine manière, se donner du sens, c'est peut-être essayer de se rassurer ou d'essayer de trouver une place dans l'univers, et souvent l'humain essaye
a l'impression d'être au centre de l'univers ou supérieur aux animaux, supérieur aux plantes, supérieur à la matière. Est-ce que ça a du sens de se voir comme ça? Oui, la preuve, beaucoup d'enseignements et beaucoup de, de personnes voient les choses comme ça. Mais si on voit comme un tout unifié, il n'y a plus d'étage, il n'y a plus de direction, il n'y a plus de supériorité. Et donc, il y a juste ce qui apparaît, et la beauté de ce qui apparaît est revenir à une simplicité sans vouloir trouver du sens, ou donner du sens, ou chercher à avoir une mission, ou à, à, à faire se révéler quelque chose du divin ou, ou du mental ou du supramental, parfois on peut entendre aussi. Mais finalement, quand on voit que tout est déjà un, tout est déjà unifié, puisque ça vient de la même source, il n'y a que le mental humain, effectivement, qui l'a oublié. Mais ça aussi, ce n'est qu'une illusion d'avoir oublié. C'est la Maya, hein, c'est ce jeu divin, l'hypnose divine. En fait, c'est juste de comprendre que ce n'est pas vrai. On n'est pas autre chose que du divin. Il y a juste ça. Une fois qu'on l'a entendu une fois et que on a cette évidente simplicité que c'est vrai que ça ne peut pas être autrement, alors y a-t-il besoin de réaliser plus que ça? Pour moi, réaliser plus, c'est encore un besoin de l'ego, de vouloir aller plus loin, plus pur, plus divin, plus conscient, plus ceci. C'est pas grave. L'ego a bien le droit puisqu'il fonctionne comme ça. Mais d'une certaine manière, tout est déjà là. Donc, pour moi, donner du sens, c'est pour le mental. Ça a une certaine valeur, mais une fois qu'on a compris que tout est déjà là, alors il n'y a même plus besoin d'écouter la réponse que le mental se donne à lui-même pour se donner du sens dans l'existence. Bien sûr, ok, je te remercie. Marie-Odile. Je vais commencer par un préalable. Je m'appelle Sens O. Donc moi, je pense que je me suis donné tout de suite une indication. Je ne peux pas vivre sans sens. Et je ne parle pas des 5 sens, je parle du sens auquel je donne deux acceptions, signification et direction. C'est-à-dire qu'effectivement, si je me mets à marcher, par exemple, j'ai besoin de prendre une direction. Ça, c'est une réalité dans ma vie de personne incarnée, d'être incarnée. Et j'ai besoin, pour mobiliser mon énergie, que j'en vois la signification. Parce que sinon, moi, je reste au lit toute la journée, je ne peux pas prendre une direction et je ne peux pas mobiliser mon énergie. Donc, je crois qu'effectivement, je te rejoins totalement, Philippe, c'est la nécessité de l'être incarné que je vis, de donner un sens à cette existence, parce que sinon, je ne fais rien. J'ai besoin de sens. Et effectivement, je peux dire le personnage, mais la conscience que j'ai de moi a besoin d'un sens pour vivre cette existence, parce que sinon, je ne perçois la densité, le poids, la masse de mon corps que comme une prison, et je perçois mes émotions que comme des choses douloureuses, et je perçois mes sentiments comme quelque chose qui me manipule. Et par conséquent, j'ai besoin, c'est vrai, je reconnais, j'ai besoin que le personnage, pour reprendre ta terminologie, voit un minimum de sens à l'expérience que je suis en train de vivre. Et même si je sais que tout ça là, c'est que de l'esprit, que la personnalité, c'est aussi de l'esprit qui a été façonné, tissé d'une certaine manière, la conscience que j'ai de moi a impérativement besoin de voir une direction et une signification à cette expérience. Et c'est quoi pour moi? Eh bien, c'est justement l'expérience consiste à se rendre compte que nous avons organisé de la dualité afin de reconnaître l'unité. Nous avons organisé le temporaire pour retrouver l'éternité. Nous avons organisé la condition humaine pour y
détecter la présence divine. Pour moi, c'est ça le sens. C'est rien d'autre. C'est pas être plus ni moins, mais c'est et cette expérience va permettre. Alors ça, c'est peut-être un point de vue qui va être étonnant, mais qui va permettre au divin d'évoluer. C'est-à-dire que pour moi, le sens, c'est l'évolution. Il y a une évolution. Parce que il y a des transformations. Si je regarde le vivant, je vois que ça se transforme en permanence. Si je regarde ma biographie, je vois qu'il y a une évolution. Je ne vais pas la qualifier de bonne ou mauvaise, parce que ce n'est pas ça la question. Mais en tout cas, je vois qu'il y a plus de conscience aujourd'hui où j'ai 66 ans qu'il y a 20 ans ou 40 ans, etc. Et que j'imagine, peut-être c'est de l'anthropomorphisme, mais j'imagine que cette évolution de la conscience, c'est exactement cela le sens de l'existence. Et que cette évolution consiste à revenir à la vérité de ma divinité en faisant l'expérience de quelque chose qui pourrait être autre chose que divin, mais qui de toute façon ne peut pas être autre chose que divin. Merci Marie-Odile. Mais juste, moi, je vous repose une question dessus, c'est est-ce que le sens n'est pas lié aux besoins et aux besoins dans la matière, le besoin de manger, de boire, de communiquer et voilà, ça a forcément du sens, tout ça, non? Je voulais juste effectivement rebondir sur ta question, Coralie, parce que tout à l'heure, Marie-Odile, tu disais « j'ai besoin de sens, sinon je resterai au lit ». Et quelque part, ça va revenir à ta question, c'est que à un moment donné, on peut même dire, voilà, si dans la journée, je ne trouve pas de sens, mais les besoins vont nous rappeler, est-ce que je vais rester vraiment au lit? Ou à un moment donné, le besoin va-t-il m'appeler à aller peut-être aux toilettes, à aller manger? Donc sans avoir effectivement de sens, simplement la vie se charge de continuer à nous mouvoir. Et effectivement, tu parlais de rendre le divin, enfin que le divin évolue. Mais dans ce cas-là, ça voudrait dire, s'il évolue, qu'il n'est pas l'ultime. Parce que justement, ce qui peut évoluer, c'est que c'est relatif. L'ultime ne peut pas évoluer. Donc, effectivement, je suis tout à fait d'accord que la conscience peut évoluer, mais d'une certaine manière, par exemple, on parle d'une évolution dans la vie du personnage qui n'a pas la même conscience, mais parce que on la voit comme évoluant, justement changeante, alors que si on la voit comme ce qui est un petit peu comme l'œil de la caméra, qui est conscient de tout, entre guillemets, inconscient, de tout ce qu'il prend dans son champ de vision. L'œil de la caméra n'évolue pas. Malgré que toute la manifestation, elle, évolue, elle va effectivement changer. Toutes les formes sont possibles, toutes les couleurs sont possibles, et c'est magnifique, c'est cette beauté, cette différenciation est extraordinaire. Mais cette conscience pure de l'œil de la caméra, entre guillemets, de ce divin, eh bien, ne modifie pas, n'est pas modifiée par toute l'évolution. Il n'a aucun jugement d'ailleurs, cet œil de caméra prend tout, toutes les couleurs, toutes les différences, toute la dualité, entre guillemets, il n'y a aucun jugement. Et donc, pour moi, là, il n'y a pas d'évolution, même si la manifestation bouge dans tous les sens. L'humain peut lui-même effectivement prendre conscience de certaines choses, mais s'il revient à ce qu'il est au préalable, c'est-à-dire cette conscience divine ouverte et absolue, eh bien effectivement, il y a, dans ma vision, hein, j'accepte totalement que tu aies une représentation différente, mais ce divin n'évolue pas dans le sens où il est complètement intouché par la manifestation elle-même. Mais comme il n'est pas séparé de cette manifestation, cet esprit n'est pas séparé, donc
il y a la continuité des formes et des expressions qui varient, mais comme ça a toujours été, ça a toujours varié, ça a toujours, il n'y a qu'une seule chose entre guillemets de permanente dans cette manifestation, c'est l'impermanence. Mm. Mais pour moi, c'est pas Ouais. ce que j'appelle évolution. Je dis juste Mm. Ok. impermanence. Voilà. C'est, effectivement, moi, je suis. Juste, tu as dit, c'est l'ultime. Et moi, je dirais, c'est le principe et l'ultime réunis. Et donc, parce que, effectivement, l'ultime et le principe, pour moi, ça, c'est ensemble. Et donc, parce qu'il y a. Ultime, ça voudrait dire qu'il y a. Tu vois, c'est étrange, parce que toi, tu es plus, comment dire, dans la non-dualité. Et donc, pourtant, tu parles d'ultime. Donc, ça veut dire qu'il y a encore une chronologie. Et pour moi, c'est principe et ultime réunis. Et donc, c'est quelque chose. Alors, le mot que je vais dire est absolument impropre, et pourtant c'est celui que je vais dire, c'est quelque chose qui n'est pas inerte. Ce principe et cet ultime réunis, ça ne peut pas être inerte. Et je crois que alors que dans ce que tu évoques, je sens bien qu'il y a quelque chose qui est impassible. Enfin, dans ce que tu parles de l'œil de la caméra, c'est quelque chose une conscience impassible et immuable et totalement inchangeable, qui est, on pourrait dire, je ne sais pas quel est le mot, mais en tout cas, alors que pour moi, ce principe et cet ultime réuni, c'est forcément quelque chose. Alors, le mot mouvement n'est pas encore bon, parce qu'effectivement, mouvement induit une dualité, mais il y a quelque chose qui est. Alors, je vais dire vivant. Vas-y, Coralie, Ouais. c'est quoi? Ça revient à l'impermanence dont parlait Philippe aussi. Et oui, mais c'est vivant. C'est Oui. vivant. C'est-à-dire, c'est pas. Pour moi, c'est pour ça que je parle d'évolution, c'est parce que il me semble que je pourrais l'appeler le vivant aussi. Et que donc, le vivant, il y a quelque chose qui va. Même si ça ne se manifeste pas, il y a quelque chose qui est. Il y a une puissance. Je sais pas si les mots. Parce que, comme justement, j'ai un petit peu parfois de difficulté à le conscientiser, je vois bien que les mots sont encore limités pour l'exprimer. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot, j'y reviendrai. Peut-être pas aujourd'hui, mais. Je te remercie, Marie-Odile, mais effectivement, ce vivant, pour moi, il est extraordinaire. Il n'y a aucunement, effectivement, l'intention de remettre, d'écarter le vivant de la manifestation. Bien au contraire, effectivement, là, on se rejoint complètement, ce côté pétillant de cette vie, justement, qui imprègne tout, même les objets. Et donc, là-dessus, on se rejoint parfaitement. Et voilà, simplement sur cet immuable, effectivement, pour moi, il y a l'évidence qu'il ne peut pas évoluer, mais c'est pas pour ça il est séparé ou inerte. C'est juste que c'est sa nature. Alors, ou sinon, on ne parle pas exactement du même ultime, et ultime, ce n'est pas dans le temps, pour moi, ce n'est pas dans l'espace, donc c'est juste parce que notre mental est ainsi conditionné, effectivement, qu'il y a forcément un avant et un après, mais justement, c'est au-delà du temps, au-delà de l'espace, au-delà même de toute modification, parce que la modification, elle a le droit d'être là, et elle est là, il n'y a aucun problème. Le vivant, les couleurs, tout cela apparaît, c'est un surgissement magnifique, il n'y a rien à redire de tout cela, il n'y a pas à le nier, il n'y a pas à l'écarter ou dire que c'est qu'une illusion, c'est divin aussi, mais la source de tout cela ne peut pas bouger. Si elle bouge, elle n'est plus l'ultime absolue réalité. Elle est. Mais voilà, j'entends ton point de vue et il n'y a aucun souci de voir qu'il y a cette petite différence. Il y a cette évolution, tout dépend de là où on se place, mais tu es d'accord que quand tu étais enfant, tu n'avais pas forcément cette conscience permanente de l'ultime et de tout ce dont tu viens de parler, et que non, il y a justement, eu... je te coupe, je suis désolé. Oui, c'est que déjà d'accord. enfant, il y avait déjà tout cela. Oui, il y avait déjà C'est tout juste que ça. je n'avais pas les mots pour l'exprimer.
D'accord. Mais est-ce que on t'a laissé, ou dans ton parcours d'enfant, dans ton évolution, parce que tu as grandi, est-ce que on t'a, comment dire, ou toi tu as ressenti que tes perceptions, ton ressenti ou ta vraie nature n'était pas acceptable ou n'était pas partageable? Tu vois ce que je veux dire? Que tu n'arrivais pas à faire à communiquer ce que toi tu perçois, ce que toi Le tu es, ce décalage que tu oui, le décalage dont tu oui, parlais, que tu témoignais toi-même, oui, effectivement, il y avait euh, dans, dans mes relations, mais en tant que personnage, le ressenti de ne pas vivre la même chose que d'autres enfants, par exemple. Mais et ça te remettait pas en question? Est-ce que c'était facile à vivre parce que tu restais totalement ancré, stable dans ta vision des choses, qui te procurait peut-être de la paix? Mais est-ce que justement les relations, la vie était facile dans cette période de l'enfance et même après l'adolescence? non, effectivement, pour le personnage, ça a été un challenge de voir qu'il n'était pas adapté au monde et à la société d'une certaine manière. Euh, c'est simplement avec les années. Donc il y a pour le personnage une évolution dans sa compréhension, mais pas en essence. Oui, L'essence, elle, on est elle était d'accord. la Dans même. l'absolu, Donc oui. effectivement, c'est juste dans la compréhension de ce qu'il était déjà qu'il y a Oui. eu une compréhension différente et qui a évolué, mais pas du tout en substance. Ok. Donc toi, à l'âge de 7 ans, t'as pas mis un couvercle sur qui tu étais, Alors, je veux dire, je suis désolé, Coralie, j'ai à nouveau le souci du du son, je ne son? t'entends plus, si c'est à moi que tu parles. Oui. Alors, est-ce que Marie-Odile, tu veux bien parler pour voir si de ton côté ça fonctionne? Oui, oui, ben, je vais pas parler pour rien dire alors, hein, je vais parler pour dire quelque chose. J'espère que Philippe entend. Parce que en fait, je crois que tout ça, cette question du sens, ça pose la question de la conscience, parce qu'il y a le personnage et sa nature divine, il y a le corps et la conscience que j'en ai, et donc toute la question, c'est la conscience. Y a-t-il une conscience? Et est-ce que cette conscience a de l'importance? Parce que c'est ça, et donc y a-t-il une conscience et y a-t-il un libre arbitre? On tourne autour là. Oui, c'est Donc je des crois questions qu'on avait prévu d'aborder, mais qu'on va peut-être. Est-ce que tu nous entends, Philippe? Je vous entends, mais j'ai beaucoup de mal à vous comprendre. Désolé pour les problèmes techniques. bah, peut-être c'est peut-être ça nous indique quelque chose peut-être de peut-être mettre fin à cet épisode-là puis de revenir à un autre. Qu'est-ce que tu en penses, Oui. Coralie? Oui, oui, Mm. oui, mais juste pour terminer sur le sens, les perceptions et la conscience dont tu parles, Marie-Odile, c'est que moi j'ai la sensation, en fait, depuis le début de ma vie, que ma conscience, ce que je sais de moi, ce que je connais de moi, évolue. C'est-à-dire qu'il y a la conscience du personnage qui Mm. fusionne avec la conscience de je suis, que je Oui, suis de toute éternité. Mais c'est une fusion progressive, et c'est que ça a ça, été distinct, même si la conscience c'est de ce que ça, je suis, comme pour Philippe, mais certainement de façon moins intense, a toujours été là. c'est ça. Sinon, je me serais pas posé des questions aussitôt. Genre, enfin voilà, tout le monde, je pense que on peut pas éteindre, on peut pas tuer, on peut pas empêcher d'être ce qui est en fait. Et donc pour moi, j'ai vraiment cette image de fusion de la conscience du personnage et de je suis. Est-ce que Oui. pour toi, Marie-Odile, tu vois ça de la même façon? Ah ben pour moi, c'est ça l'évolution. C'est-à-dire, si je regarde mon existence, c'est la conscience que j'ai de la personne que je suis, du corps, très faible d'ailleurs au niveau de la conscience du corps, la conscience du personnage, très forte, et une très forte identification au personnage, très peu au corps, contrairement à ce qu'on imagine justement. Et donc, moi, tout mon parcours d'existence, toute l'expérience de mon existence consiste à faire en sorte que la personnalité, le personnage,
soit une manifestation le plus fidèle possible de ce que je sens être spirituellement et qu'il y ait de moins en moins justement d'écart entre ce que je sens de que je suis avec ce que je manifeste ici. Pour moi, c'est ça l'évolution. C'est pas autre chose que de vraiment redonner à l'esprit la première place qu'il a de fait, puisque je suis esprit. Et donc, par contre, mon comportement, mon formatage humain, mon formatage dualiste avait creusé un écart. Et les expériences, notamment celle de la souffrance psychique, celle des douleurs physiques, ont permis, les expériences ont permis que je cherche autre chose que ce qui était souffrant, justement. D'où le sens de la dualité dans un certain plan de réalité, de conscience. Est-ce que tu as pu entendre, Philippe? J'ai pu entendre sur la fin, donc oui, si je peux me permettre d'aller voilà, dans une réponse un petit peu différenciée, puisqu'effectivement, j'ai entendu juste la fin. Oui, il y a l'évolution effectivement de la compréhension et de ce personnage. Il va peut-être intégrer le fait qu'il n'est pas que un mental et ce corps, il va le voir comme peut-être autre chose qu'une simple limite. Effectivement, peut-être cette possibilité de voir le corps, le mental comme ce divin dont on parlait tout à l'heure. Il y a juste que il y a cette localisation dont on parlait dans les questions précédentes, c'est que si on s'adresse à nous en tant que personnage pour savoir s'il y a une évolution, oui, on peut dire le personnage évolue. Il évolue dans ses représentations, dans ses croyances, peut-être même dans son énergie. Mais par contre, si on s'adresse à ce que l'on est, entre guillemets, plus vaste que le personnage, c'est-à-dire à cet absolu que nous sommes déjà, alors y a-t-il une évolution quand on a cette évidence de ne pas être que l'individu relatif, mais d'être cet absolu qui imprègne tout et qui est au-delà du manifesté et du non manifesté, alors là, il n'y a plus d'évolution, dans le sens où, comme on revenait à la question précédente, effectivement, si cet absolu est absolu, alors il ne peut bouger dans le sens d'une... Mais ce n'est pas une limitation, c'est juste qu'il est au-delà de tout mouvement, au-delà de toute manifestation de mouvement et d'évolution. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'évolution pour le personnage, pour la vie, pour la planète, pour l'univers. Là, il y a une constante évolution. Il n'y a aucun problème ou dichotomie avec ça. Mais c'est simplement à qui on s'adresse. Si on s'adresse au personnage, oui, on peut se sentir évoluer. Si on s'adresse à ce que l'on est au-delà de toute dualité, alors pour moi, mais je comprends qu'il y ait une différence, hein, j'accepte la vision différente, mais pour moi, l'absolu ne peut plus là être dans cette évolution. Il est juste il embrasse tout ce qui est, tout ce qui existe, tout ce qui se manifeste, et donc il embrasse également l'évolution de la manifestation. Ok. Marie-Odile, tu veux ajouter quelque chose avant qu'on prenne des questions? En fait, je crois que y a un truc qu'on n'a pas vraiment abordé et qui pourrait peut-être faire l'objet d'une émission entière, hein. C'est la question de la conscience et du libre arbitre, parce que je sais que là-dessus, on n'a pas du tout le même point de vue, je crois. Et donc ça, c'est vraiment intéressant, parce que pour moi, quand tu as dit, par exemple, le personnage comprend, et ça, oui, je vois ce que tu veux dire, mais moi, je dis, après la compréhension par le personnage, il y a un changement dans la conscience. Et moi, je fais une très grande différence entre la compréhension des choses et la conscience des choses. Ça me paraît
essentiel. Et pour moi, Oui. le gardien de l'existence, c'est la conscience, c'est pas le personnage. Le personnage, lui, il est éphémère, comme le corps peut l'être, mais ce qui est vraiment on va dire, le délégué du principe, c'est la conscience. C'est-à-dire, la conscience individuelle est on pourrait dire un fragment, mais ça peut pas être un fragment parce que c'est indivisible, mais c'est une délégation de la conscience une du principe. Et en effet, la conscience une du principe, si elle envoie un ambassadeur dans l'existence, cette conscience de l'ambassadeur va impacter, pour moi, la conscience une. Mais pour ça, pour moi, c'est très important d'ajouter dans la vision de l'être humain l'instance de la conscience. Il y a le corps, il y a la personnalité, il y a l'entité spirituelle et il y a cette conscience qui va faire le pont entre tout ça et qui va faire la synthèse de tout ça. Et c'est la conscience de moi qui va enrichir la conscience du principe. Mais parce que je considère que le principe c'est déléguer lui-même un ambassadeur pour pouvoir faire l'expérience. Donc c'est pour ça que la conscience et la compréhension sont deux choses pour moi à distinguer. Et alors là, je suis pointilleuse sur le sujet. Je te remercie et effectivement, on pourra peut-être en parler dans une prochaine entrevue et merci d'ouvrir cette possibilité. Mais effectivement, quand je parlais de compréhension, c'est pas du tout une compréhension intellectuelle dont je parlais. Vraiment, dans le sens premier, de prendre avec, c'est-à-dire faire sien. Faire sien, prendre avec, compréhension. Donc, de faire sien cette conscience, justement. Et qu'à ce niveau-là, du coup, de prendre conscience qu'il n'y a pas de différence entre le personnage et la conscience pure. Mais effectivement, ça peut faire l'objet d'une émission complète. Que, comme on a bien compris vos consciences justement respectives, je vous propose de prendre des questions auxquelles on n'a pas pu répondre la dernière fois et s'il vous plaît de répondre de la façon la plus concise possible parce qu'on est déjà ensemble depuis 1h20. Et Sébastien Etcheberry disait « Ne risque-t-on pas de créer un nouveau personnage qui croit qu'il n'est pas le personnage ?» Avec l'approche non duelle, sous-entendu évidemment. Ça, c'est pour Philippe, on est d'accord. Oui, celle-là, Philippe, c'est pour toi. Effectivement, il y a cette éventualité. Ça peut apparaître, effectivement, un personnage qui va croire qu'il n'est plus effectivement identifié à ce corps mental-esprit et qui va s'identifier au vaste, à la conscience, mais en fait, il s'identifie encore. Donc, il y a un nouveau personnage qui ne va plus être localisé ici avec un corps, mais dans une conscience élargie. Mais cette question est tout à fait vraie, c'est que c'est le danger, c'est de se croire être le vaste et seulement cela. Mais non, on est entre guillemets le petit, le vaste et au-delà. Et donc ce genre de choses peuvent arriver et c'est effectivement ce que j'appelle l'orgueil spirituel, l'ego spirituel qui souvent se crée et dit « je suis éveillé, j'ai réalisé telle expérience, j'ai réalisé ma vraie nature » et du coup, qui dit « j'ai » c'est bien encore un personnage, effectivement. Et à un moment donné, si c'est réellement vu que là aussi, il y a une identification, il y a une réappropriation, alors c'est pas grave, ça fait juste partie de l'évolution justement de la personnalité et on voit ça comme juste un jeu, ça est apparu, c'est ok, ça fait partie du jeu, on va dire. Du jeu et du jeu. Marie-Odile, justement, à propos du jeu, par rapport au personnage, enfin moi ce qui me vient là, c'est à ce moment-là, est-ce qu'on peut parler en disant « je » si tu te places au niveau de l'ultime, de l'absolu, tu peux plus, et en même temps, tu es dans un personnage. Et
toi, je sais que pour toi, c'est important cette. Eh ben, parce que justement, je crois que le «je» a été encore une fois kidnappé par l'identification. Or, pour moi, le «je», le «je» qui est donc l'ambassadeur de «je suis», il a toute son importance parce que je dois assumer la responsabilité que j'ai prise spirituellement. Donc depuis ma vérité spirituelle, j'ai pris la décision. Parce que moi, je crois au libre arbitre. Alors forcément, je peux dire on peut dire je suis dans sa volonté divine choisi d'expérimenter la vie sur la terre. Et donc à un moment, c'est drôle parce qu'il y a, je crois, le jeu de l'enfant, c'est moi, ben c'est normal, il voit le monde à partir de lui. Après, il y a le jeu de l'adulte qui veut, qui voit tout à partir de son désir de dominer. Et puis à un moment, il y a un autre jeu qui, tout à coup, se laisse remplir de l'esprit et qui prend la responsabilité de la présence divine par lui sur la terre. Et c'est le même jeu, en fait. C'est ça. Et c'est pour moi le jeu qui a évolué depuis le début, qui est passé par toutes les identifications et qui, à un moment, devient le Graal qui recueille le sang du Christ, devient ce vase qui va dire, OK, je veux être au service du principe et de l'ultime. Je veux être au service de la conscience absolue. Je veux être au service de l'amour, principe créateur. Et à ce moment-là, justement, j'utilise cette possibilité qui m'est donnée de dire je pour accomplir le projet de ma divinité, de l'entité spirituelle que je suis. Merci. Oui, là, j'ai effectivement, si tu es d'accord, une petite remarque, c'est que ce je veux, effectivement, il est conditionné au fait que c'est une volonté. Est-ce que le personnage a effectivement une volonté propre, complètement individuelle et non conditionnée? Ça, on en parlera peut-être dans une prochaine édition. Mais je voulais revenir aussi sur le fait que il y a une évolution pour toi donc, dans cette conscience, mais comme si elle grandissait et qu'elle devient plus rattachée ou plus plus divine finalement une fois qu'elle évolue. Mais pour moi, c'est un petit peu différent parce que, par exemple, le bébé, quand il naît, il a cette complète sans jugement, cette complète ouverture au monde, sans se localiser, sans se référer à des étiquettes mentales, sans jugement, sans préférence au début, hein, après les préférences apparaissent, etc. Et donc d'une certaine manière, il a déjà de manière innée cette conscience complètement ouverte et complètement pure Tout à fait. que finalement, il est déjà sans évolution, il est déjà cela, Oui, complètement. logique. Pour Et moi, le c'est jeu, il met simplement 21 ans à qu'après, s'installer. pardon, j'ai pas entendu. Pour moi, le jeu, il va mettre 21 ans à s'installer. C'est-à-dire que le jeu est vraiment un outil qui s'installe. Mais au départ, l'enfant, il est comme le merisier, pratiquement. Il est lui, forcément. Et il est. Et c'est pour ça que moi, cette condition-là, pour moi, elle est totalement parfaite. Et que ce jeu qui va Voilà, apparaître, ce c'est ça. conditionnement, quand il va apprendre dans l'image, dans le miroir, que c'est lui, alors qu'en fait, c'est pas lui, L'identification. c'est juste un reflet de lui. Mmh. Et en fait, ce jeu va se conditionner Mmh. et ce je suis, en fait, il est déjà là à la naissance. Oui, Ce je suis, l'être, la présence, l'amour c'est clair. inconditionnel, Mmh. c'est ce qu'il est. Et pour moi, Mmh. il n'y a pas besoin d'évoluer puisqu'il l'est déjà complètement. Et le je suis qui va naître après, c'est effectivement dans tout le processus du conditionnement du personnage. Mais effectivement, là, on pourra en reparler. Oui, on Ça va voudrait revenir. vraiment. Ouais, on pourra revenir dessus parce que c'est un sujet passionnant. Enfin bon, Tout à et moi, fait. ça m'intéresse d'avoir d'autres points de vue que le mien. Donc c'est Mhm. super. Oui, mais je crois que là, on a cerné aussi vos deux points de vue par rapport au personnage. Et bon. Je continue dans les questions. Il y a le travail, Sharing Experiences, qui disait le travail spirituel sur les croyances, déblocage des émotions.
n'est pour arriver à la destination, d'arriver à être plus dans le moment présent et plus de lumière. C'est plus un commentaire, une remarque d'ailleurs qu'une question, mais vous avez saisi le sens? Pas sûr pour moi. Oui, si finalement, en fait, le travail spirituel, hein, les pratiques spirituelles, la méditation, la répétition de mantras, la contemplation, etc., visent à être plus présent en permanence avec cela, eh bien pour moi, c'est une erreur de direction et de sens. Parce qu'effectivement, le personnage va bénéficier de toutes ces pratiques. Il va avoir un ressenti de bien-être, d'alignement, d'harmonie. Il n'y a aucun problème avec ça, bien sûr. Donc les pratiques sont pour cela recommandées, recommandables, mais pas pour devenir autre chose ou pour être en permanence Bien ceci sûr. ou cela. Parce qu'en fait, il n'a pas besoin de devenir ce qu'il Ça, je est. suis d'accord. Donc il n'y a aucune pratique spirituelle qui va l'aider à devenir ce qu'il est déjà. Je suis totalement en phase avec toi. À ce propos, je voulais te demander une sadhana, enfin la sadhana, si tant est qu'on parle de pratique spirituelle, pourquoi ça se pratique aussi dans l'approche non duelle alors que justement on est déjà réalisé, on n'a rien à réaliser? C'est quoi une sadhana? Je ne sais pas ce que c'est. Oui, la sadhana, ce sont justement les pratiques spirituelles qui sont proposées même dans l'Advaita Vedanta, parce que, et c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette vision, hein, mais dans l'Advaita, il y a des obstacles à cette compréhension, à cette réalisation que notre nature, même au niveau du personnage, n'est pas différente, donc l'Atman n'est pas différent de Brahman. Et donc, il y a la réalité relative et la réalité absolue, et en fait, de comprendre que il n'y a pas de différence entre Atman et Brahman. En fait, c'est l'unique et même chose, entre guillemets, chose. Donc, ces pratiques permettent de réaliser cela. Mais en fait, qu'on l'ait réalisé ou pas, en fait, ça ne change rien. C'est là où je mets une petite nuance, c'est que qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, on est déjà cela. Donc les C'est ça. pratiques ne visent pas à nous rendre, à nous faire devenir ceci ou cela. C'est juste d'enlever éventuellement l'obstacle à la vision qu'on est déjà cela. C'est Mais ça. à mon sens, il n'y a même pas besoin de partir en recherche ou en expérimentation ou en pratique, parce que si c'est bon pour le personnage, encore une fois, hein, pour la vie du personnage, ça a des effets magnifiques. Il y a des expériences d'éveil, des ouvertures, etc. Mais en soi, dans l'absolu, ça n'a pas d'intérêt puisqu'on est déjà absolument ce que l'on est. Oui, mais c'est là où moi je fais intervenir la conscience, c'est qu'effectivement nous le sommes, mais si nous n'en sommes pas conscients, alors quelque chose n'est pas opérationnel dans notre existence. Et c'est pour ça qu'effectivement il y a des pratiques et que moi par exemple quand je vis des expériences d'unité, c'est une espèce de carburant pour vivre mon quotidien, pour aller faire ma vaisselle, pour aller au compost, pour tu vois, ça n'apporte rien puisque tout est déjà là. Mais par contre, ça stimule ma conscience et c'est vraiment aidant pour vivre ma vie quotidienne, de mon point de vue. Oui, ça aide le personnage. Et c'est ce que je disais en préambule. Pour le personnage, C'est c'est ça. parfait. C'est Mais ça. pour l'absolu que nous sommes déjà, ça ne fait aucune différence. C'est juste Oui, ça. mais la conscience que j'ai de l'absolu est modifiée. Pour moi, et c'est là, cette intervention de la conscience, la conscience qui a la responsabilité de l'existence, pour moi, elle est très importante. Oui, oui. Mais si on se place en tant que personnage, effectivement. Et Ben oui. Ah ben, une fois qu'on est désidentifié, au personnage, le personnage est, mais il n'est plus le centre. Donc du coup, il n'a plus le monopole. Et donc du coup, ouais. effectivement, si on sait par évidence
que ce que nous sommes n'est pas limité au personnage, alors que le personnage ait conscience ou pas de cela, n'a pas une grosse importance. C'est Ah, comme ça, on n'est pas si d'accord. effectivement, Ouais, moi je suis pas dans un d'accord non film, plus. Non, mais c'est là notre au point. cinéma, si juste au cinéma, en fait, on voit quelqu'un qui sait ce qu'il est, c'est-à-dire un acteur, et un autre personnage qui ne sait pas qu'il est l'acteur, mais tout ça, c'est du film. Tout ça, c'est dans la représentation. Et donc, Mais ça, finalement, ce que je suis, qui est au-delà de toute représentation, au-delà même de l'écran du cinéma, au-delà même du metteur en scène, ce que je suis est ce qui permet à tout d'apparaître. Donc même au personnage qui sait ce qu'il est et au personnage qui ne sait pas ce qu'il est, finalement, ce que je suis est au-delà de toutes les différences. Donc, mais... il n'y a plus de différence du coup à ce niveau-là entre Ça, celui qui sait et celui qui ne sait pas. C'est juste. Là, bien sûr, là, moi, j'ai pas le même point de vue que toi. Parce que bah, pour moi, oui, pour moi, si, effectivement, oui, vas-y. tu parles souvent de la même chose, Marie-Odile, mais moi je dirais quelles sont les circonstances où on peut goûter à ça, où C'est ça. on est derrière la caméra et où on peut se rejoindre dans cette conscience une, dans cette conscience totale, absolue. C'est ça le problème que j'évoquais déjà depuis le départ, c'est la différence entre moi, ma perception, mon expérience, ce que je suis, tout simplement, et dans quelles circonstances dans ce corps je peux le valider, le faire résonner avec d'autres êtres, pardon. Tu vois, c'est toujours cette distinction qui nous est rappelée par le corps et par la dualité comme elle Oui, Mais se c'est pour manifeste. ça que pour c'est moi, juste. oui, Juste, et je vais devoir y aller ensuite parce que j'ai d'autres obligations, mais effectivement, au niveau de ce corps, effectivement, si on est focalisé d'une certaine manière et localisé dans le corps, Ben oui. effectivement, on va sentir ces différences. Une fois qu'on voit que le corps n'est pas suffisant pour nous définir, alors il peut bien y avoir toutes ces choses, ces rappels et ces différences de ressenti, mais ce que l'on est déjà complètement ce que l'on est. Et peu importe le ressenti du corps, il peut être très agréable et une expérience magnifique, et ça peut être sublime, transcendant, mais ça reste une représentation parce que d'ailleurs toutes les sensations du corps passent biologiquement par les sens et donc par le cerveau, et donc toute représentation du corps est mentale, toute sensation du corps est du mental. C'est une image qui est alors moi, je suis reprise pas du tout d'accord par avec le... ça. Voilà, L'expérience que on je aura donc de quoi parler, mais c'est simplement biologique. Toutes les sensations que l'on a du corps passent par le ressenti, et c'est pour moi, c'est pas du tout Oui, mais Philippe, tout de négatif, hein, même, tu vas pas localiser la conscience dans le cerveau. Non, j'ai pas dit ça, Ah mais bon? que je parlais pas de conscience, là, je parlais de ressenti. Ressenti du Ah corps bah, passe effectivement par tout ce qui est ressenti corporel et nerveux, par effectivement le ressenti par le cerveau, mais la conscience, elle, n'est pas localisée dans le cerveau. Là, on pourra en oh, discuter, ça pourrait vraiment il y a faire pas de l'objet souci avec ça. d'une autre Mais c'est émission, hein, parce que simplement la c'est... représentation du corps, Mmh. elle est mentale, pour moi, puisqu'elle passe par les sens. Maintenant, le corps, ça n'empêche pas qu'il est complètement dans cette divinité, il est construit par la conscience. Donc il est conscience. Mais la représentation qu'on en a est mentale. C'est juste voilà, la la petite différence. distinction. Ouais. Mmh. À voir, à voir. Je suis pas tout à fait certaine. Ok, Je suis désolé, par contre, je vais oui, vraiment devoir y aller. d'accord. Alors juste en conclusion, je voudrais dire que parmi les questions que j'ai là sous les yeux, on a répondu, enfin en fait vous avez déjà répondu dans l'introduction qui
n'était pas, enfin, pas seulement une introduction, mais le développement. Dans la première partie, il y avait la question de Gloria Park, de Karine Cotreau, de Claire Blinam, de Daniel Gaudin, Sarah Beneteau, Omnior, Colette, Françoise Terrien. Je pense que je garde ces questions si on a l'occasion de faire une autre émission pour aussi poursuivre ce dont on parlait là à propos du corps. Et je vous remercie de vos réponses, de vos éclairages. Et puis, peut-être rendez-vous pour une autre émission. Un mot de fin, Marie-Odile ? Eh ben, je voudrais dire combien je suis heureuse de ce que je viens de vivre avec vous deux, parce que c'est vrai que le fait que j'ai pas les questions du chat à traiter, ça m'a rendu totalement disponible pour l'échange et aussi bien pour accueillir ce que tu as proposé, Philippe, que pour moi émettre ce que j'avais envie d'émettre. J'ai trouvé que c'était bien plus confortable et ça m'intéresse vraiment cette affaire. Ça m'intéresse vraiment de. J'aime beaucoup là cet exercice et merci Coralie de ce que tu fais parce que tu permets justement un peu comme la conscience est le pont entre l'être divin et l'être humain, tu as un peu notre conscience là qui permet de faire le pont entre Philippe et moi et donc et comme on sait qu'il n'y a pas de supériorité de l'un sur l'autre, c'est génial. Voilà. C'est un enrichissement, une communion dans l'enrichissement. C'est ça. Je ne sais pas comment le formuler. Ok, Philippe. Oui, en conclusion, merci vraiment à cet espace ouvert de bienveillance, d'écoute, et malgré encore voilà, ces différences de point de vue qui sont justement enrichissantes de pouvoir échanger, partager, diffuser. Et donc, oui, ça m'intéresse grandement de pouvoir vous retrouver. Et encore merci vraiment du fond du cœur de cette ouverture, de cette disponibilité, malgré voilà, des opinions, des points de vue, des représentations différentes. Donc, je trouve ça magnifique de pouvoir se parler ainsi. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Merci Marie-Odile de nous avoir mis ton antenne à disposition. Et puis, merci. très bonne fin de journée à tous. Merci beaucoup. À une prochaine fois. Au revoir, prenez soin de vous.